Quand tu vas voir l'action que je t'ai préparée pour que tu comprennes exactement ce qui s'est passé hier lors du match entre le Barça et le Valencia, tu vas vraiment te mettre en colère. Oui, tu vas être en colère, et c'est pour une raison précise. Dès les premières minutes de la rencontre, alors que le score était encore de 0-0, il y a eu une situation sur le terrain qui, même si elle n'est pas identique, présente de nombreuses similitudes avec la fameuse carte rouge que Deus a reçue à Anoeta. Et crois-moi, après avoir analysé cette action, tu en viendras à la même conclusion que moi. Gagner cette Liga cette saison ne sera pas une tâche facile. Non seulement il faudra jouer au plus haut niveau, mais il faudra le faire avec une constance et une rigueur exceptionnelles, parce que chaque décision arbitrale peut influencer le cours du championnat. Lorsque tu verras comment une action a été traitée par l'arbitre par rapport à une autre, qui, répétons-le, tout en n'étant pas identique, présente de fortes ressemblances, tu comprendras immédiatement pourquoi je suis en colère. Et surtout, tu réaliseras à quel point il sera difficile de triompher cette saison. Alors, allons-y, on entre dans le vif du sujet. On commence par les titres de presse, puis on parlera du Castilla, et enfin de toutes les dernières nouvelles concernant le Real Madrid, notamment la préparation du match contre l'Olympique de Marseille et le recours concernant Dino Gene. Du côté du Real Madrid, on est optimiste et on croit vraiment qu'il est possible d'annuler la carte rouge de Eugène afin qu'il puisse participer au prochain match de Liga face à l'Espagnol. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu qu'ils réussiront à faire lever cette sanction? À Madrid, l'optimisme règne, mais pour ma part, je reste un peu plus sceptique. Bref, entrons dans le vif du sujet. Salut à tous, amis et amis de YouTube. Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un grand nombre de sujets liés à l'actualité du Real Madrid. Et bien sûr, nous allons analyser cette fameuse action que je te montrerai à l'écran, côte à côte avec celle de Dino Gene, pour que vous puissiez comprendre ce qui se trame actuellement dans le football espagnol. L'idée est de saisir un peu la situation, de comprendre qu'à Barcelone, malgré un effectif exceptionnel et un style de jeu agréable à voir, il existe toujours une sorte de filet de sécurité. Voici la conclusion. Le Barça, quand il joue bien, gagne parce qu'il le mérite, mais quand son jeu n'est pas à la hauteur, ce système de protection entre en jeu, une sorte de filet invisible qui lui permet de sauver les points. On l'a vu récemment contre le Rayo Vallecano, et hier encore face au Valencia, ce mécanisme a de nouveau fonctionné. Et crois-moi, une fois que tu auras tout compris, tout prendra sens. Nous allons revenir sur ces détails, tout comme nous passerons en revue les titres de presse, les entraînements du Real Madrid et beaucoup d'autres sujets. Mais avant cela, laisse-moi te parler du Castilla. Hier, l'équipe a disputé un nouveau match dans le championnat de première division B, et malheureusement, nous avons perdu. Et comme souvent, cette défaite a été marquée par une situation extrêmement controversée que je veux te montrer et sur laquelle j'aimerais connaître ton avis dans les commentaires. Selon toi, est-ce que cela justifie une expulsion? Le match s'est soldé par un score de 1-0 en faveur de l'Athletic Bilbao B, avec un but très précoce, et le Castilla s'est retrouvé en infériorité numérique à la 37e minute après une décision discutable. L'équipe dirigée par Arbeloa a subi sa première défaite de la saison après avoir évolué plus d'une heure avec un joueur en moins. Ils n'ont jamais réussi à revenir au score après le but précoce d'Ibes sans inscrit dès la 2e minute. Le joueur du Castilla, Sestero, a été expulsé par l'arbitre après avoir reçu 2 cartons jaunes en seulement 8 minutes. Et c'est précisément le 2e carton qui a déclenché la polémique, surtout après l'examen de l'action au vide-arbitrage par le collège arbitral catalan. Le 11 titulaire du Real Madrid pour ce match était le suivant. Fran, Joan Martinez, Lamine Fati, Jesus Forte et Valpina en défense, Sestero expulsé, Manuel Angel capitaine, Bruno auteur récemment d'un super but sur coup franc lors de la Premier League International Cup, et en attaque Yanné, accompagné de Roberto et Zuniga. Mais revenons à l'essentiel. Le Castilla s'est retrouvé réduit à 10 dès le premier acte sur une décision extrêmement controversée. Exactement 24 heures après le scandale survenu à Anoeta, le filial dirigé par Arbeloa a subi une situation presque identique lors de son match contre l'Athletic B. Et c'est ici que je veux te montrer l'image de l'action qui a coûté l'expulsion à Sestero. On voit l'arbitre examiner l'action, et je voudrais que tu regardes attentivement cette séquence plusieurs fois. Tu verras que Sestero va d'abord à la conquête du ballon, le gagne avec une propreté irréprochable, et ensuite, il plie ses jambes, rentre ses genoux, afin de réduire au maximum tout risque de contact et d'éviter de blesser l'adversaire. Franchement, c'est impossible d'en faire moins. Il va au sol de manière contrôlée, il encadre ses mouvements, et pourtant, malgré ses prudences, il se retrouve expulsé. Je te laisse imaginer la frustration et la colère que cela génère pour un joueur qui agit de façon aussi responsable sur le terrain. Alors là, accroche-toi bien, parce que ce que je vais te raconter à propos de cette action sur le terrain va vraiment te mettre en colère. Oui,
Tu vas être énervé et tu comprendras vite pourquoi. Imagine la scène. On est à peine à quelques minutes du début du match, le score est encore de 0-0, et il y a cette action qui, même si elle n'est pas exactement identique, présente énormément de similitudes avec la fameuse carte rouge qu'a reçue Deus à Anoeta. Dès que tu verras les images, tu te rendras compte à quel point cette décision est incompréhensible et tu arriveras à la même conclusion que moi. Cette Liga sera très, très difficile à gagner cette saison. Et pour y parvenir, il faudra jouer à un niveau exceptionnel, avec constance, concentration et intelligence, parce que chaque décision arbitrale peut changer le cours du championnat. Dans cette action, il y a un glissement sur le gazon, et Sestero, pour éviter tout contact, ramasse ses jambes. Oui, tu as bien compris. Il encadre ses genoux, rentre ses jambes, fait tout ce qui est possible pour ne pas heurter l'adversaire. Pourtant, malgré ces précautions, il se voit infliger un deuxième carton jaune. Et ce qui me choque le plus, c'est la logique derrière cette décision. Le joueur de l'Athletic Bilbao tente d'intervenir pour disputer le ballon, mais il n'y arrive pas. Sestero est déjà là, il a le contrôle, et malgré tout, on le sanctionne. Franchement, on ne peut pas arriver au point où chaque contact dans le football, qui est par essence un sport de contact, devient systématiquement un carton. Quand on voit l'action en mouvement, on se rend compte que Sestero ne fait strictement rien de dangereux. Il ne cherche pas le contact, il agit avec un maximum de prudence, et pourtant, l'arbitre a choisi de le sanctionner. On pourrait se demander, quelle sera la prochaine étape? Va-t-on exiger des joueurs qu'ils se coupent les jambes pour éviter tout risque? Bref, tout cela s'est passé à la 37e minute, alors que le score était encore de 1-0, et cela a coûté l'expulsion de Sestero. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on aurait même appelé l'arbitre depuis le VAR pour corriger cette décision. Oui, tu as bien lu. Quelqu'un a téléphoné depuis la cabine pour dire « Arbitre, tu dois expulser ce joueur. » Alors que franchement, à la base, ce n'était même pas une faute, et encore moins une deuxième carte jaune. C'est totalement hallucinant. Peu importe combien de fois on revoit l'action, Sestero a fait preuve de la plus grande prudence possible pour ne blesser personne, et malgré cela, il se retrouve expulsé. Une injustice de plus qui frappe le Real Madrid, même dans les divisions inférieures. Mais maintenant, changeons de sujet et parlons de l'entraînement du Real Madrid. Hier, l'équipe a repris le travail pour préparer le match de demain contre l'Olympique de Marseille, un match crucial puis ce sera le début de la campagne européenne, la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cet entraînement, que je te montre en image, est le premier que nous avons pu suivre pour préparer ce rendez-vous. Les joueurs titulaires du match contre la Real Sociedad ont travaillé sur la récupération, tandis que le reste de l'équipe a fait des exercices de force, d'élasticité et de coordination. Ensuite, tout le groupe est passé sur le terrain où ont été réalisées des combinaisons avec pression, des phases tactiques offensives, ainsi que des exercices physiques de résistance. Pendant l'entraînement, Bellingham, Camavinga et Endrick ont participé aux différentes phases avec le groupe, tandis que Mendy et Rudiger poursuivent le programme spécifique de récupération. Comme je te l'ai déjà expliqué, Rudiger reste très incertain pour cette saison et il pourrait ne pas rejouer avant 2026 à cause de sa blessure. Mendy, lui, semble être sur la bonne voie et pourrait revenir plus tôt. Après la pause d'octobre, on espère voir Bellingham, Camavinga et Endrick revenir à l'entraînement complet et il ne restera plus que Mendy et Rudiger en convalescence. Si tout se passe bien, on aura retrouvé presque tout l'effectif pour la suite de la saison. Ce match de demain contre l'Olympique de Marseille est capital. Le coup d'envoi de la Ligue des Champions à 21h, ici en Espagne. Et comme toujours, je vous invite à nous rejoindre en direct, 1 heure avant le match, pour analyser le rival, voir le réveil de l'équipe, les échauffements, les réactions des joueurs à l'arrivée au stade, tout cela dans un live interactif où la communauté madridista est rassemblée sur Durubio TV. Ce sera un moment parfait pour vivre ensemble le début de la Ligue des Champions et soutenir notre équipe avec passion. Enfin, pour finir cette introduction, je te signale que je vais également publier aujourd'hui la conférence de presse de Xavi Alonso qui donnera toutes les indications sur le match de demain. Même si ce live est enregistré avant cette conférence, il sera publié après, afin de respecter la chronologie des événements. Mais aujourd'hui, l'objectif est clair. Te donner toutes les dernières informations, le 11 probable, le programme d'entraînement complet et te préparer à ce grand rendez-vous européen du Real Madrid. Alors, amis et amis de la chaîne, accrochez-vous, car ce que je vais vous raconter maintenant concerne 2 sujets brûlants qui font l'actualité du football espagnol, mais surtout du Real Madrid, et croyez-moi, vous allez vouloir connaître tous les détails. Tout d'abord, je tiens à préciser que sur Durubio TV, on ne se mêle pas de politique. Ici, on ne prend pas parti, ni pour un camp ni pour l'autre. Nous sommes là pour parler de football,
purement et simplement, et surtout pour analyser l'actualité du Real Madrid, ses matchs, ses joueurs, ses décisions et ses controverses. Alors, concentrons-nous un instant sur la colonne de droite des journaux, celle où on parle un peu de Dinogène et de tout ce qui concerne le Real Madrid, mais aussi de la victoire impressionnante du FC Barcelone face au Valencia CF. Ce sont les deux sujets principaux que nous allons aborder à l'instant. Le premier point, et non des moindres, concerne le cas Eugène. Le Real Madrid a décidé de faire appel de la carte rouge reçue par son joueur et espère fermement qu'elle sera annulée, afin que Dinogène puisse être disponible pour le prochain match de Liga contre l'Espagnol. Dans les couloirs du club, on se montre très optimiste, d'autant plus que le CTA, Comité technique de l'arbitrage, a déjà émis un avis indiquant que la sanction aurait plutôt dû être un simple carton jaune. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, rappelons que la sanction de Eugène concerne uniquement la Liga espagnole. Cela veut dire que, si le recours du Real Madrid échoue, il manquera le match contre l'Espagnol prévu le week-end prochain, que je crois être exactement le même horaire que ce dernier week-end, c'est-à-dire à 16h15. En revanche, cette carte rouge n'aura aucune incidence sur les compétitions européennes comme la Ligue des Champions. Les rouges se cumulent dans la compétition où elles sont données. Une rouge en championnat se joue uniquement en championnat, une rouge en Champions League se joue uniquement en champion. Le Real Madrid, de son côté, diffuse un message clair de confiance. Le club considère qu'il n'y a pas d'autre issue logique que l'annulation de la sanction. D'autant plus que le système arbitral lui-même a déjà reconnu l'erreur en pointant le comportement du collègue arbitre lors de cette action. Logiquement, cette reconnaissance devrait se traduire dans la décision finale de la compétition. La défense du club repose sur deux points principaux. Premièrement, Eder Militão était parfaitement en position de couvrir et de protéger la situation. Et deuxièmement, la distance par rapport au but et l'orientation de l'action empêchent de parler d'une occasion manifeste de but. Le club est donc très confiant, même si, historiquement, la plupart des recours présentés n'aboutissent pas. Malgré cela, le Real Madrid espère fortement que Eugène pourra être libéré de toute sanction et retrouvera sa place pour le match de Liga contre l'Espagnol. Personnellement, j'avoue que je suis beaucoup plus sceptique. J'ai le sentiment que cette affaire n'ira pas loin. Mon intuition me dit que Eugène ratera ce match et que la carte rouge restera en vigueur. Même si le CTA reconnaît l'erreur en interne et admet qu'un carton jaune aurait été plus approprié, je doute qu'ils aient le courage ou la volonté de retirer la rouge publiquement. Cela reviendrait à pointer du doigt l'arbitrage de manière très directe, et le CTA, comme beaucoup le savent, a tendance à se protéger, à se montrer corporatiste et à préserver son image. Alors, je le dis honnêtement, j'espère me tromper, j'aimerais vraiment que Eugène joue le week-end prochain, mais je n'y crois pas trop. Passons maintenant à nos rivaux pour le titre et aux résultats récents en Liga. L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont tous deux remporté leurs matchs respectifs. L'Atlético a signé une victoire solide 2-0 contre un Villarreal très sérieux. Barrios a ouvert le score pour les Colchoneros dès le début et Nico González a doublé la mise à la 51e minute pour son premier but avec l'Atlético. Julián Álvarez a dû être remplacé à la mi-temps par précaution suite à un choc et le Normand a également quitté le terrain à cause d'un contact avec Santiago Mourinho. Bref, l'Atlético 2, Villarreal 0, une victoire bien méritée mais durement acquise. De son côté, le FC Barcelone a littéralement écrasé le Valencia CF avec un score sans appel de 6-0. Fermin, Rafinha et Lewandowski ont tous marqué 2 fois chacun, démontrant la supériorité totale des Catalans sur le terrain. Et ce match s'est joué dans un stade très réduit, avec seulement 6000 spectateurs, ce qui rend la performance encore plus frappante. Malgré la petitesse de l'arène, le Barça a dominé le jeu de bout en bout. Mais concentrons-nous maintenant sur l'action qui a suscité la polémique. Elle a eu lieu dès la 7e minute, alors que le score était encore de 0-0. Le Barça, fidèle au plan de Hans Flick, avait une défense très avancée, tous les joueurs de champ positionnés au centre du terrain du Valencia. Sur un ballon long derrière la défense, il y a une confrontation entre Eric Garcia et Hugo Duro. Eric Garcia arrive en retard, et dans sa tentative de jouer le ballon, il pousse Hugo Duro de manière latérale, le déséquilibrant complètement. Et attention, Eric Garcia est clairement le dernier défenseur, c'est-à-dire le dernier rempart avant le gardien. Son coéquipier le plus proche est à plusieurs mètres, ce qui signifie que s'il commet une erreur, il pourrait y avoir un but tout fait. Le plus incroyable, c'est qu'en zoomant sur l'action, on voit clairement qu'Eric Garcia, sachant qu'il n'atteindra pas le ballon avant Hugo Duro, choisit de pousser et de déstabiliser son adversaire avec le bras. Une action qui aurait pu coûter très cher à son équipe. Et pourtant, que fait l'arbitre? Rien. Pas même un coup franc. Aucune sanction. Alors que c'est un dernier défenseur qui déséquilibre un joueur, à 7 minutes du début du match,
avec 0-0. Incroyable mais vrai. Alors, les amis, on continue notre analyse. Et cette fois-ci, on va vraiment comparer deux situations qui illustrent parfaitement les incohérences arbitrales que nous voyons depuis le début de la saison. D'un côté, nous avons la fameuse action de Dino Gene et de l'autre, celle d'Eric Garcia avec le FC Barcelone. Et croyez-moi, c'est en regardant ces deux actions côte à côte que l'on comprend toute l'ampleur du problème. Pour rappel, dans le cas de Eugène, la situation n'impliquait pas le dernier défenseur, la jugée était latéralisée et il n'y avait même pas d'occasion manifeste de but. Malgré cela, Eugène a été expulsé. Comparons-la maintenant à l'action d'Eric Garcia. Là, nous avons clairement le dernier défenseur, il commet une faute évidente sur Hugo Duro, et pourtant, rien. Aucune sanction, même pas un coup franc. Vous voyez bien la différence? Il faut absolument que l'éditeur puisse montrer les deux séquences à l'écran, plusieurs fois, pour que chacun comprenne bien. L'une mérite la rouge? Non. L'autre mérite au moins un coup franc ou un carton. Oui, et c'est là que tu réalises à quel point cette Liga est compliquée. Gagner le championnat va être un véritable défi. Le Barça est une grande équipe, sa personne ne le conteste, et il faut le dire, 95% des matchs, il les remporte sans trembler. Mais dans les moments difficiles, quand l'arbitrage intervient, eh bien là, la balance semble toujours pencher en leur faveur. Vous vous souvenez du match contre le Rayo Vallecano? Un pénalty inventé pour eux, alors que l'arbitre n'avait même pas la VAR disponible. Jamais vu ça dans l'histoire des 5 grandes ligues. Et maintenant, cette nouvelle action, encore une fois, aucune conséquence. Et ça te fait réfléchir. Le Real Madrid doit faire tout parfaitement, tandis que d'autres équipes bénéficient d'un filet de sécurité invisible. Si on regarde les chiffres, le Real Madrid a 4 victoires sur 4, mais certains matchs auraient dû se solder par des scores beaucoup plus larges. Prenons Mallorca et la Real Sociedad, 2 rencontres que nous aurions dû gagner largement. Mais au lieu de cela, on a dû demander l'heure, pour reprendre l'expression, car l'arbitrage a permis à nos adversaires de rester dans le match. Même situation contre Oviedo, où le 1-0 final était beaucoup trop serré. Et n'oublions pas le pénalty évident sur Franco Mastantuono, non sifflé. Clairement un scandale. Ces décisions montrent à quel point il est difficile de naviguer dans cette Liga. Quand le Real Madrid joue parfaitement, l'arbitrage semble vouloir remettre ses adversaires dans le match. Quand le Barça joue mal, le même arbitrage les protège. C'est ce que je perçois depuis le début de la saison, et c'est pour ça que le vestiaire blanc est inquiet. Les joueurs ressentent ce double standard, cette inégalité flagrante, et ça qu'ils devront être irréprochables pour espérer remporter le championnat. Le Real Madrid a même pris la décision de porter ses plaintes jusqu'à la FIFA. Un dossier complet a été préparé, incluant toutes les injustices arbitrales de la saison dernière et de cette saison, avec preuve à l'appui. L'objectif? Que la FIFA ait une trace de ces incidents, même si l'on sait que l'intervention directe est improbable. La FIFA suit surtout de près l'affaire Negreira et les soupçons de corruption. Mais au-delà de ça, ce dossier permet de documenter officiellement les injustices, notamment le double standard flagrant entre le Barça et le Real Madrid. Concernant Eugène, il faut aussi souligner un point important. Le joueur lui-même doit apprendre de ces situations. Oui, la décision de Gilles Manzano était injuste et la rouge mal donnée. Mais le jeune défenseur de 20 ans doit rester vigilant, surveiller son placement et éviter de reproduire des gestes qui pourraient être interprétés négativement, comme le contact avec Mikel Zabal. C'est un processus d'apprentissage normal pour un joueur qui vient de la Série A et de la Premier League, où ce genre de faute aurait été sanctionné d'un simple carton jaune. Ici, en Espagne, les règles du jeu sont différentes. Le Real Madrid est scruté à la loupe et chaque action est analysée. Donc oui, Eugène a commis des petites maladresses, comme mal juger le rebond ou placer sa main sur le joueur adverse, mais rien de grave. Son véritable erreur, c'est de découvrir un football où les décisions arbitrales peuvent être biaisées et où, en portant le maillot du Real Madrid, tout est amplifié. Il devra s'adapter rapidement, devenir plus fin et plus prudent dans ses interventions, mais le potentiel est énorme. C'est un crack en devenir et ses ajustements ne font que confirmer son talent et sa maturité future. En résumé, ce que ce début de saison nous montre, c'est que le Real Madrid doit être parfait, que certaines équipes bénéficient d'un traitement de faveur et que des joueurs comme Eugène doivent s'adapter à un environnement exigeant et parfois injuste. Et c'est exactement ce que nous allons suivre dans les semaines à venir. Voilà, les amis, maintenant c'est à vous. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre avis en commentaire. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.